Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Aujourd'hui, nous sommes au Mémorial de la Shoah à Paris pour une exposition exceptionnelle. RIS, le procès Papon. Maurice Papon, secrétaire général de la Gironde, de 1942 à 1944, a été poursuivi pour son rôle dans l'arrestation de 1600 Juifs. C'est le seul procès d'un haut fonctionnaire de Vichy pour crime contre l'humanité qui a eu lieu en 1997. J'ai le plaisir de recevoir RIS, qui à l'époque a suivi l'intégralité de ce procès pour Charlie Hebdo et dont les dessins sont exposés ici aujourd'hui. Bonjour RIS. Bonjour. En 1981, le Canard enchaîné révèle les actes de Papon. Est-ce à ce moment-là déjà que vous envisagiez que la justice française puisse se saisir? À cette époque, j'étais encore un peu jeune, j'étais au collège, donc j'ai découvert cette affaire un peu comme tout le monde, mais c'est plus tard, quand il y a eu le procès Barbie en 86, qu'a été inaugurée en quelque sorte une série de procès par la justice française sur ce qui s'était passé en France de 40 à 44. Alors le procès Barbie, moi j'étais encore à la fac, j'ai pas pu y assister, mais quand Charlie Hebdo a reparu en 92, 2 ans après, il y a eu le procès de Paul Touvier, le deuxième procès important pour crime contre l'humanité, et là j'avais demandé à Philippe Val, au journal, d'y participer. Donc j'avais déjà un peu découvert ce type de procès, et découvert aussi comment ce qui s'était passé de 42 à 44 en France allait être jugé par une justice, je ne vais pas dire plus moderne, mais une justice plus contemporaine, éclairée par des travaux d'historiens qui n'existaient pas encore au moment des procès de l'épuration. Donc la question que je me posais, c'est est-ce qu'à cette époque-là, enfin dans les années 90, cette période-là serait mieux jugée qu'au moment de l'épuration. Et donc évidemment, quand on a appris que le procès Papon aurait lieu, j'ai demandé logiquement après Touvier à le suivre. Qu'est-ce qui vous a motivé à suivre ce procès par le biais de Charlie Hebdo? À l'époque, je travaillais à Charlie Hebdo, et donc, bon, faire des reportages ou faire des comptes rendus de procès, c'était quelque chose d'habituel, c'était pas nouveau. Donc, c'était dans l'esprit du journal de relater l'actualité. Et donc, c'était un reportage, voilà. Donc, c'était dans le cadre du travail du journal que j'avais proposé ça à la rédaction à l'époque. Et puis, bon, moi, ça m'intéressait. Je trouvais que c'était un procès quand même assez monumental qui s'annonçait. Donc, il y avait un enjeu un peu... C'était lourd comme procès, voilà. Nous sommes 2 ans après la reconnaissance par Jacques Chirac de la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs. Est-ce que vous pensez que ça a joué en faveur d'un procès, ou c'est autre chose, selon vous? Mais les historiens, comme Laurent Joly, qui a travaillé sur l'exposition, disent effectivement que la déclaration de Chirac a débloqué beaucoup de choses. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. C'est vrai que le fait qu'un président de la République déclare ça, ça a certainement débloqué beaucoup de choses dans les têtes. Lorsqu'on parcourt vos dessins partout dans l'exposition, on remarque que ceux qui venaient défendre Papon sont presque caricaturés ou un peu plus violents. Pourquoi? En tant que dessinateur de Charlie Hebdo, je revendique d'être subjectif. Voilà. Donc le dessin objectif, ça n'existe pas. Même quand on fait du reportage, on dessine les choses comme on les ressent. Et il faut dire que parmi les témoins de moralité qui ont été produits pour défendre Maurice Papon, certains n'étaient pas toujours très convaincants, et à la limite un peu caricaturaux des fois. Mais il y a aussi parfois des témoins du côté de la défense, du côté de la partie civile, qui aussi étaient un peu caricaturés. On voyait des anciens ministres défendre Papon, bec et ongle, sans même savoir ce qu'il avait fait à l'époque. Ça pouvait être, je crois qu'il fallait... Le trait du dessin permet aussi de mettre en évidence le côté un peu pathétique de ces témoignages.
Les victimes sont venues aussi témoigner. Il y a des témoignages qui sont bouleversants. Comment est-ce que vous avez voulu les dessiner? C'était forcément différent pour vous? Les procès d'assises sont construits autour de la victime. Déjà, les victimes qui ont témoigné, c'était des parties civiles, c'était des familles qui sont venues raconter, ce qui m'avait frappé en fait, ils ne sont pas venus raconter des histoires de crimes contre l'humanité, ils sont venus raconter des histoires de famille. C'est ça qui était émouvant parce qu'on voyait que c'était la cellule familiale qui avait été complètement déstructurée, détruite par ces événements, et on ne perçoit pas souvent ça quand on étudie la grande histoire. Voilà. Et c'est ce qu'ils ont essayé de transmettre, ce qui n'est pas évident à transmettre aussi. C'est ce qu'on ressent dans vos dessins. Vous avez voulu écrire les témoignages. Qu'est-ce que ça a pu apporter, selon vous, dans votre travail de dessinateur? Alors, quand on suit un procès, ce qui est très important, c'est ce qu'on appelle l'oralité des débats. Le procès, ça consiste à réunir dans une salle les différentes parties pour que les gens parlent. Donc la parole, elle est aussi importante que le dessin. Tout repose sur ce que disent les gens. Donc moi, je notais ce que disaient les gens, un peu comme une sténo, enfin je suis pas sténo, mais je commençais à noter les phrases sans savoir ce qui allait se dire, parce que peut-être que quelque chose d'important allait être dit, oui. Et j'essayais au maximum de respecter la syntaxe, la manière de parler, le vocabulaire. Je ne réécrivais pas ce qu'ils disaient, voilà. Parce que je voulais donner au lecteur une matière brute, comme si le lecteur était présent et entendait directement les personnes. Je comprends. Voilà. Parlons du personnage principal, Maurice Papon, donc. Est-ce que vous avez senti que son attitude changeait au niveau de l'avancement du procès? J'ai pas eu cette impression parce que je pense qu'il a jamais changé depuis 1942, en fait. C'était un bloc de granit, inamovible, qui ne doutait pas de lui et qui, je pense, s'était enfermé depuis bien longtemps dans des certitudes dont il était prisonnier. Il pouvait plus se permettre de douter en 97 de ce qu'il avait fait en 42. C'était trop tard. Donc il était dans une espèce de fuite en avant, obstiné, de déni de tout et de déni de sa responsabilité. Souvent, dans vos dessins, il s'énerve. Oui. Étonnamment, malgré son âge, il avait 87 ans, il était encore très dynamique, même s'il y a eu quelques moments où il a été malade, on a dû suspendre le procès, mais quand il était en forme, il était très vigoureux, pour ne pas dire parfois agressif. Et quand on le voyait réagir, on se disait, mais qu'est-ce que ça devait être en 42 quand il était secrétaire général de la préfecture? Ça devait pas être quelqu'un de très tendre, voilà. Rétrospectivement, ça donnait un peu froid dans le dos. Vous avez publié des propos de Pierre Messmer, qui est l'ancien Premier ministre sous Pompidou. Est-ce qu'il reflétait lui aussi ce qu'une partie de la population française ressentait encore, c'est-à-dire de ne pas reconnaître complètement le génocide des Juifs? C'est vrai qu'on était étonné de voir des figures historiques importantes qui relativisaient un peu. Pour Messmer, il l'a dit clairement, il avait plus de considération pour les gens qui se sont battus, comme il le dit lui-même avec les armes à la main, que pour les autres, ce qui est quand même un peu difficile à entendre, mais ça montre aussi que même dans la résistance, il y a des résistants aussi qui ont eu des propos un peu de ce genre-là, on trouve de tout dans la résistance, et les forces françaises libres, voilà. Mais ce qui était quand même étonnant, c'est qu'aucun de ces gens-là n'avait connu Papon en 42, quand il était en fonction. Et donc, en fait, on voyait aussi des gens d'une caste politique, dont Papon a fait partie après la guerre, qui venaient défendre quelqu'un, un des leurs, sans même s'occuper de bien savoir ce qu'il avait fait à l'époque. Ce qui était quand même un peu choquant. Voilà. Oui. Est-ce que vous avez une phrase ou un visage à retenir de ce procès? En fait, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que l'intérêt aussi de ce procès, comme du procès Touvier, c'est que c'était peut-être une des dernières fois qu'on allait pouvoir entendre des témoins qui avaient vécu cette période. Et en particulier des témoins qui avaient été à Auschwitz, qui avaient physiquement dans leur chair vécu ça. Et il y a certains témoins, oui, qui effectivement m'ont marqué, comme M. Balbin, qui est arrivé à Auschwitz, je crois, au début de l'année 42, qui a fait un témoignage unique, en fait, et rare. Et c'était peut-être une des dernières fois qu'on entendait des témoins nous parler directement. Voilà. Maintenant, on a des moyens audiovisuels pour retransmettre ça. Mais c'est vrai que c'était un moment, c'était peut-être un dernier moment où ces témoins-là pouvaient nous transmettre ça, et on s'apercevait par leur présence que finalement, on était, comment dire,
il y a à peine une génération qui nous sépare de cet événement. C'est en fait très proche, en fait. Est-ce que vous pensez que la justice a joué son rôle puisqu'il n'a pas été accusé de complicité d'assassinat? Alors c'est vrai que quand on regarde le détail du verdict, il est, comment dire, partagé. C'est-à-dire qu'il était accusé de 3 types de complicité. Complicité d'arrestation illégale, complicité de séquestration illégale et ensuite complicité d'assassinat. Alors il a été reconnu complice d'arrestation illégale, il a été reconnu complice de séquestration illégale, mais c'est vrai qu'il n'a pas été reconnu complice d'assassinat. Et ça, c'est un peu... c'est encore un sujet un peu d'interrogation. Parce que, personnellement, je pense que le tribunal avait les moyens, il avait le droit de le juger pour complicité, de le déclarer complice d'assassinat. Mais ils n'ont pas osé. Je pense qu'ils n'ont pas allé jusque-là, ce qui montre que, malgré tout le travail des historiens fait depuis une trentaine d'années, il y a encore des choses qui sont difficiles à admettre, peut-être chez certains magistrats ou chez certains citoyens. On va dire sûrement. Voilà. Vous êtes directeur de la publication à Charlie Hebdo. Qu'est-ce que ça représente, le dessin, pour vous? C'est la liberté, c'est retrouver sa pureté d'enfant, c'est pouvoir s'exprimer et donner une vision des choses très singulière? D'abord, le dessin, c'est un plaisir. Voilà, j'aime bien dessiner, j'ai toujours aimé dessiner, mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je dessinais, mais je ne savais pas très bien quel sens donner au dessin. On peut en faire un hobby, une distraction, on dessine comme ça des jolis paysages, mais c'est vrai qu'en grandissant, je me suis dit, le dessin, ça peut servir à transmettre des choses. Voilà, c'est un vecteur aussi qui peut toucher des gens assez facilement, que ce soit par le dessin satirique ou par le dessin de reportage. Et donc ça peut communiquer des choses. C'est un média, en fait. C'est un moyen de parler aux gens, en fait. Vous m'aviez dit, avant de commencer cette interview, qu'il n'y a pas longtemps, vous êtes venu ici avec des élèves de la Goutte d'Or. Et vous avez parcouru l'exposition avec eux et qu'ils avaient des questions hyper intéressantes et qu'il y a eu une sorte d'interactivité. Bah oui, moi je pense que si on fait l'effort d'expliquer aux jeunes générations les choses, avec pédagogie, avec précision aussi, parce que c'est des événements qui sont compliqués à comprendre, bah, je crois qu'ils écoutent. Hein. Il ne faut pas sous-estimer ce qu'on appelle les jeunes. Ils sont parfaitement capables de comprendre, quel que soit leur milieu, leur origine, des choses qui, c'est vrai, ne sont pas faciles à comprendre et qui sont douloureuses. Mais quand c'est bien expliqué, quand c'est fait dans un esprit un peu de pédagogie, bah, ils écoutent. Voilà. Parce que tout ça, c'est des drames humains. Ça nous concerne tous. C'est des crimes contre l'humanité. Donc, ça raconte quelque chose qui nous concerne tous, d'où qu'on vienne et quelles que soient nos origines. À ce moment-là, vous vous sentez utile en tant qu'être humain? Oui. Je me dis, voilà, j'ai pas bossé pour rien. Voilà, si ça peut toucher quelques personnes, bah oui, bah c'est ça le boulot de journaliste. C'est si on arrive à éveiller un peu la curiosité et l'attention de quelques-uns, bah c'est déjà une belle victoire. Oui. Merci. Merci. Merci Rhys pour ce témoignage exceptionnel. Merci pour votre travail. Merci pour votre intégrité. Et merci de travailler sur des histoires aussi importantes et nécessaires qui nous aident à avoir des points d'appui pour que nos jeunes générations puissent ne pas oublier, savoir, comprendre et peut-être aller du bon côté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.